Jules Verne, Les enfants du capitaine Grant. Première partie, chapitre 21. Le fort Indépendance. La Sierra Tandil est élevée de 1000 pieds au-dessus du niveau de la mer. C'est une chaîne primordiale, c'est-à-dire antérieure à toute création organique et métamorphique, en ce sens que sa texture et sa composition se sont peu à peu modifiées sous l'influence de la chaleur interne. Elle est formée d'une succession semi-circulaire de collines de gneiss, couvertes de gazon. Le district de Tandil, auquel elle a donné son nom, comprend tout le sud de la province de Buenos Aires, et se limite par un versant qui envoie vers le nord les Ríos nés sur ses pentes. Ce district renferme environ 4000 habitants, et son chef-lieu est le village de Tandil, situé au pied des croupes septentrionales de la Sierra, sous la protection du fort Indépendance. Sa position est assez heureuse sur l'important ruisseau du Chapeleaufu. Particularité singulière, et que ne pouvait ignorer Paganel, ce village est spécialement peuplé de Basques français et de colons italiens. Ce fut en effet la France qui fonda les premiers établissements étrangers dans cette portion inférieure de la Plata. En 1828, le fort Indépendance, destiné à protéger le pays contre les invasions réitérées des Indiens, fut élevé par les soins du français Parchappe. Un savant de premier ordre le seconda dans cette entreprise, Alcide d'Orbigny, qui a le mieux connu, étudié et décrit tous les pays méridionaux de l'Amérique du Sud. C'est un point assez important que ce village de Tandil. Au moyen de ses galéras, grandes charrettes à bœufs, très propres à suivre les routes de la plaine, il communique en 12 jours avec Buenos Aires. De là un commerce assez actif. Le village envoie à la ville le bétail de ses estancias, les salaisons de ses saladeros, et les produits très curieux de l'industrie indienne, tels que les étoffes de coton, les tissus de laine, les ouvrages si recherchés des tresseurs de cuir, etc. Aussi Tandil, sans compter un certain nombre de maisons assez confortables, renferme-t-il des écoles et des églises pour s'instruire dans ce monde et dans l'autre. Paganel, après avoir donné ces détails, ajouta que les renseignements ne pourraient manquer au village de Tandil. Le fort d'ailleurs est toujours occupé par un détachement de troupes nationales. Glenarvan fit donc mettre les chevaux à l'écurie d'une Fonda d'assez bonne apparence. Puis Paganel, le major, Robert et lui, sous la conduite de Thalcave, se dirigèrent vers le fort Indépendance. Après quelques minutes d'ascension sur une des croupes de la Sierra, ils arrivèrent à la poterne, assez mal gardée par une sentinelle argentine. Ils passèrent sans difficulté, ce qui indiquait une grande incurie ou une extrême sécurité. Quelques soldats faisaient alors l'exercice sur l'esplanade du fort, mais le plus âgé de ces soldats avait 20 ans, et le plus jeune 7 à peine. À vrai dire, c'était une douzaine d'enfants et de jeunes garçons qui s'escrimaient assez proprement. Leur uniforme consistait en une chemise rayée, nouée à la taille par une ceinture de cuir. De pantalons, de culottes ou de kilt écossais, il n'était point question. La douceur de la température autorisait d'ailleurs la légèreté relative de ce costume. Et d'abord Paganel eut bonne idée d'un gouvernement qui ne se ruinait pas en galons. Chacun de ces jeunes bambins portait un fusil à percussion et un sabre. Le sabre trop long et le fusil trop lourd pour les petits. Tous avaient la figure basanée et un certain air de famille. Le caporal instructeur qui les commandait leur ressemblait aussi. Ce devaient être, et c'étaient en effet, 12 frères qui paradaient sous les ordres du 13e. Paganel ne s'en étonna pas. Il connaissait sa statistique argentine, et savait que dans le pays, la moyenne des enfants dépasse 9 par ménage. Mais ce qui le surprit fort, ce fut de voir ces petits exécuter, avec une précision parfaite,
les principaux mouvements de la charge en 12 temps. Souvent même, les commandements du caporal se faisaient dans la langue maternelle du savant géographe. Voilà qui est particulier, dit-il. Mais Glenarvan n'était pas venu au fort Indépendance pour voir des bambins faire l'exercice, encore moins pour s'occuper de leur nationalité ou de leur origine. Il ne laissa donc pas à Paganel le temps de s'étonner davantage, et il le pria de demander le chef de la garnison. Paganel s'exécuta, et l'un des soldats argentins se dirigea vers une petite maison qui servait de caserne. Quelques instants après, le commandant parut en personne. C'était un homme de 50 ans, vigoureux, l'air militaire, les moustaches rudes, la pommette des joues saillantes, les cheveux grisonnants, l'œil impétueux, autant du moins qu'on en pouvait juger à travers les tourbillons de fumée qui s'échappaient de sa pipe à courts tuyaux. Sa démarche rappela fort à Paganel la tournure sui generis des vieux sous-officiers de son pays. Thalcave, s'adressant au commandant, lui présenta lord Glenarvan et ses compagnons. Pendant qu'il parlait, le commandant ne cessait de dévisager Paganel avec une persistance assez embarrassante. Le savant ne savait où le troupier voulait en venir, et il allait l'interroger, quand l'autre lui prit la main sans façon, et dit d'une voix joyeuse dans la langue du géographe. « Un Français ?» »« Oui, un Français, » répondit Paganel. « Ah, enchanté. Bienvenue, bienvenue. Suis français aussi, » répéta le commandant en secouant le bras du savant avec une vigueur inquiétante. « Un de vos amis ?» demanda le major à Paganel. « Parbleu, » répondit celui-ci avec une certaine fierté. « On a des amis dans les 5 parties du monde. » Et après avoir dégagé sa main, non sans peine, de l'étau vivant qui la broyait, il entra en conversation réglée avec le vigoureux commandant. Glenarvan aurait bien voulu placer un mot qui eût rapport à ses affaires, mais le militaire racontait son histoire, et il n'était pas d'humeur à s'arrêter en route. On voyait que ce brave homme avait quitté la France depuis longtemps. Sa langue maternelle ne lui était plus familière. Il avait oublié, sinon les mots, du moins la manière de les assembler. Il parlait à peu près comme un nègre des colonies françaises. En effet, et ainsi que ses visiteurs ne tardèrent pas à l'apprendre, le commandant du fort Indépendance était un sergent français, ancien compagnon de Parchappe. Depuis la fondation du fort en 1828, il ne l'avait plus quitté, et actuellement il le commandait avec l'agrément du gouvernement argentin. C'était un homme de 50 ans, un Basque. Il se nommait Manuel Ifraraguer. On voyait que s'il n'était pas espagnol, il avait échappé belle. Un an après son arrivée dans le pays, le sergent Manuel se fit naturaliser, prit du service dans l'armée argentine et épousa une brave indienne, qui nourrissait alors 2 jumeaux de 6 mois. 2 garçons, bien entendu, car la digne compagne du sergent ne se serait pas permis de lui donner des filles. Manuel ne concevait pas d'autre état que l'état militaire, et il espérait bien, avec le temps et l'aide de Dieu, offrir à la République une compagnie de jeunes soldats tout entière. « Vous avez vu, dit-il, charmant, bon soldat. José, Juan, Michele, Pépé. Pépé, 7 ans, mâche déjà sa cartouche. » Pépé, s'entendant complimenter, rassembla ses 2 petits pieds et présenta les armes avec une grâce parfaite. « Il ira bien, » ajouta le sergent. « Un jour, colonel, major ou brigadier général. » Le sergent Manuel se montrait si enchanté qu'il n'y avait à le contredire ni sur la supériorité du métier des armes, ni sur l'avenir réservé à sa belliqueuse progéniture. Il était heureux, et comme l'a dit Goethe, rien de ce qui nous rend heureux n'est illusion. Toute cette histoire dura un bon quart d'heure, au grand étonnement de Thalcave. L'Indien ne pouvait comprendre que tant de paroles sortissent d'un seul gosier. Personne n'interrompit le commandant. Mais comme il faut bien qu'un sergent, même un sergent français, finisse par se taire, Manuel se tut enfin,
non sans avoir obligé ses hôtes à le suivre dans sa demeure. Ceux-ci se résignèrent à être présentés à madame Ifaraguer, qui leur parut être une bonne personne, si cette expression du vieux monde peut s'employer toutefois à propos d'une indienne. Puis, quand on eut fait toutes ses volontés, le sergent demanda à ses hôtes ce qui lui procurait l'honneur de leur visite. C'était l'instant ou jamais de s'expliquer. Paganel lui raconta en français tout ce voyage à travers les pampas et termina en demandant la raison pour laquelle les Indiens avaient abandonné le pays. Ah, personne, répondit le sergent en haussant les épaules. Effectivement, personne. Nous autres, bras croisés, rien à faire. Mais pourquoi? Guerre. Guerre? Oui, guerre civile. Guerre civile, reprit Paganel, qui, sans y prendre garde, se mettait à parler nègre. Oui, guerre entre Paraguayens et Buénos Aériens, répondit le sergent. Eh bien, Indiens tous dans le nord, sur les derrières du général Flores. Indiens pillards, pillent. Mais les caciques avec eux. Quoi? Catriel? Pas de Catriel. Et Calfoucoura? Point de Calfoucoura. Et Yanchetros? Plus de Yanchetros. Cette réponse fut rapportée à Thalcave, qui secoua la tête d'un air approbatif. En effet, Thalcave l'ignorait, ou l'avait oublié. Une guerre civile, qui devait entraîner plus tard l'intervention du Brésil, décimait les deux parties de la République. Les Indiens ont tout à gagner de ces luttes intestines, et il ne pouvait manquer de si belles occasions de pillage. Aussi le sergent ne se trompait-il pas en donnant à l'abandon des Pampas cette raison d'une guerre civile, qui se faisait dans le nord des provinces argentines. Mais cet événement renversait les projets de Glenarvan, dont les plans se trouvaient ainsi déjoués. En effet, si Harry Grant était prisonnier des caciques, il avait dû être entraîné avec eux jusqu'aux frontières du nord. Dès lors, où et comment le retrouver? Fallait-il tenter une recherche périlleuse et presque inutile jusqu'aux limites septentrionales de la Pampa? C'était une résolution grave, qui devait être sérieusement débattue. Cependant, une question importante pouvait être encore posée au sergent, et ce fut le major qui songea à la faire pendant que ses amis se regardaient en silence. Le sergent avait-il entendu dire que des Européens fussent retenus prisonniers par les caciques de la Pampa? Manuel réfléchit pendant quelques instants, en homme qui fait appel à ses souvenirs. Oui, dit-il enfin. Ah, fit Glenarvan, se rattachant à un nouvel espoir. Paganel, Mac Nabbs, Robert et lui entouraient le sergent. Parlez, parlez, disait-il en le considérant d'un œil avide. Il y a quelques années, répondit Manuel. Oui, c'est cela. Prisonnier européen, mais jamais vu. Quelques années, reprit Glenarvan. Vous vous trompez. La date du naufrage est précise. Le Britannia s'est perdu en juin 1862. Il y a donc moins de 2 ans. Oh, plus que cela, mylord. Impossible, s'écria Paganel. Si, vraiment. C'était à la naissance de Pépé. Il s'agissait de 2 hommes. Non, 3, dit Glenarvan. 2, répliqua le sergent d'un ton affirmatif. 2, dit Glenarvan très surpris. 2 Anglais? Non pas, répondit le sergent. Qui parle d'anglais? Non, un Français et un Italien. Un Italien qui fut massacré par les Poyouches? S'écria Paganel. Oui, et j'ai appris depuis Français sauvé. Sauvé? S'écria le jeune Robert, dont la vie était suspendue aux lèvres du sergent. Oui, sauvé des mains des Indiens, répondit Manuel. Chacun regardait le savant, qui se frappait le front d'un air désespéré. Ah, je comprends, dit-il enfin. Tout est clair, tout s'explique. Mais de quoi s'agit-il?
demanda Glenarvan, aussi inquiet qu'impatienté. Mes amis, répondit Paganel, en prenant les mains de Robert, il faut nous résigner à une grave déconvenue. Nous avons suivi une fausse piste. Il ne s'agit point ici du capitaine, mais d'un de mes compatriotes, dont le compagnon, Marco Vasello, fut effectivement assassiné par les Poyouches, d'un Français qui plusieurs fois accompagna ces cruels Indiens jusqu'aux rives du Colorado, et qui, après s'être heureusement échappé de leurs mains, a revu la France. En croyant suivre les traces d'Harry Grant, nous sommes tombés sur celles du jeune Guinard. Un profond silence accueillit cette déclaration. L'erreur était palpable. Les détails donnés par le sergent, la nationalité du prisonnier, le meurtre de son compagnon, son évasion des mains des Indiens, tout s'accordait pour la rendre évidente. Glenarvan regardait Thalcave d'un air décontenancé. L'Indien prit alors la parole. « N'avez-vous jamais entendu parler de 3 Anglais captifs » demanda-t-il au sergent français. « Jamais, » répondit Manuel. « On l'aurait appris à Tandil. Je le saurais. Non, cela n'est pas. » Glenarvan, après cette réponse formelle, n'avait donc rien à faire au fort Indépendance. Ses amis et lui se retirèrent donc, non sans avoir remercié le sergent et échangé quelques poignées de main avec lui. Glenarvan était désespéré de ce renversement complet de ses espérances. Robert marchait près de lui sans rien dire, les yeux humides de larmes. Glenarvan ne trouvait pas une seule parole pour le consoler. Paganel gesticulait en se parlant à lui-même. Le major ne desserrait pas les lèvres. Quant à Thalcave, il paraissait froissé dans son amour-propre d'Indien de s'être égaré sur une fausse piste. Personne cependant ne songeait à lui reprocher une erreur si excusable. On rentra à la fonda. Le souper fut triste. Certes, aucun de ces hommes courageux et dévoués ne regrettait tant de fatigues inutilement supportées, tant de dangers vainement encourus. Mais chacun voyait s'anéantir en un instant tout espoir de succès. En effet, pouvait-on rencontrer le capitaine Grant entre la Sierra Tandil et la mer? Non. Le sergent Manuel, si quelque prisonnier fût tombé aux mains des Indiens sur les côtes de l'Atlantique, en aurait été certainement informé. Un événement de cette nature ne pouvait échapper à l'attention des indigènes qui font un commerce suivi de Tandil à Carmen, à l'embouchure de Rio Negro. Or, entre trafiquants de la plaine argentine, tout se sait, et tout se dit. Il n'y avait donc plus qu'un parti à prendre, rejoindre, et sans tarder, le Duncan, au rendez-vous assigné de la pointe Médano. Cependant, Paganel avait demandé à Glenarvan le document sur la foi duquel leurs recherches s'étaient si malheureusement égarées. Il le relisait avec une colère peu dissimulée. Il cherchait à lui arracher une interprétation nouvelle. « Ce document est pourtant bien clair, » répétait Glenarvan. « Il s'explique de la manière la plus catégorique sur le naufrage du capitaine et sur le lieu de sa captivité. » « Eh bien non, » répondit le géographe en frappant la table du poing. « 100 fois non, puisque Harry Grant n'est pas dans les Pampas et n'est pas en Amérique. Or, où il est, ce document doit le dire, et il le dira, mes amis, ou je ne suis plus Jacques Paganel. » Jules Verne, Les enfants du capitaine Grant. Première partie, chapitre 22. La crue. Une distance de 150 milles sépare le fort Indépendance des rivages de l'Atlantique. À moins de retards imprévus, et certainement improbables, Glenarvan, en 4 jours, devait avoir rejoint le Duncan. Mais revenir à bord sans le capitaine Grant, après avoir si complètement échoué dans ses recherches, il ne pouvait se faire à cette idée. Aussi, le lendemain, ne songea-t-il pas à donner ses ordres pour le départ. Ce fut le major qui prit sur lui de faire seller les chevaux, de renouveler les provisions,
et d'établir les relèvements de route. Grâce à son activité, la petite troupe, à 8 heures du matin, descendait les troupes gazonnées de la Sierra Tandil. Glenarvan, Robert à ses côtés, galopait sans mot dire. Son caractère audacieux et résolu ne lui permettait pas d'accepter cet insuccès d'une âme tranquille. Son cœur battait à se rompre, et sa tête était en feu. Paganel, agacé par la difficulté, retournait de toutes les façons les mots du document pour en tirer un enseignement nouveau. Thalcave muet laissait à Thaouka le soin de le conduire. Le major, toujours confiant, demeurait solide au poste, comme un homme sur lequel le découragement ne saurait avoir de prise. Tom Austin et ses 2 matelots partageaient l'ennui de leur maître. À un moment où un timide lapin traversa devant eux les sentiers de la Sierra, les superstitieux Écossais se regardèrent. « Un mauvais présage, » dit Wilson. « Oui, dans les Highlands, » répondit Mulrady. « Ce qui est mauvais dans les Highlands n'est pas meilleur ici, » répliqua sentencieusement Wilson. Vers midi, les voyageurs avaient franchi la Sierra Tandil et retrouvaient les plaines largement ondulées qui s'étendent jusqu'à la mer. À chaque pas, des rios limpides arrosaient cette fertile contrée et allaient se perdre au milieu de hauts pâturages. Le sol reprenait son horizontalité normale, comme l'océan après une tempête. Les dernières montagnes de la Pampasie argentine étaient passées, et la prairie monotone offrait aux pas des chevaux son long tapis de verdure. Le temps jusqu'alors avait été beau, mais le ciel ce jour-là prit un aspect peu rassurant. Les masses de vapeur, engendrées par la haute température des journées précédentes et disposées par un nuage épais, promettaient de se résoudre en pluie torrentielle. D'ailleurs, le voisinage de l'Atlantique et le vent d'ouest qui y règne en maître rendaient le climat de cette contrée particulièrement humide. On le voyait bien à sa fertilité, à la grasse abondance de ses pâturages, et à leur sombre verdeur. Cependant, ce jour-là du moins, les larges nues ne crevèrent pas, et le soir, les chevaux, après avoir allègrement fourni une traite de 40 milles, s'arrêtèrent au bord de profondes Canadas, immenses fossés naturels remplis d'eau. Tout abri manquait. Les ponchos servirent à la fois de tente et de couverture, et chacun s'endormit sous un ciel menaçant, qui s'en tint aux menaces, fort heureusement. Le lendemain, à mesure que la plaine s'abaissait, la présence des eaux souterraines se trahit plus sensiblement encore. L'humidité suintait par tous les pores du sol. Bientôt de larges étangs, les uns déjà profonds, les autres commençant à se former, coupèrent la route de l'Est. Tant qu'il ne s'agit que de lagunas, amas d'eau bien circonscrits et libres de plantes aquatiques, les chevaux purent aisément s'en tirer. Mais avec ces bourbiers mouvants, nommés penganos, ce fut plus difficile. De hautes herbes les obstruaient, et pour reconnaître le péril, il fallait y être engagé. Ces fondrières avaient déjà été fatales à plus d'un être vivant. En effet, Robert, qui s'était porté en avant d'un demi-mille, revint au galop et s'écria. « Monsieur Paganel, une forêt de cornes !» « Quoi ?» répondit le savant. « Tu as trouvé une forêt de cornes ?»« Oui, oui, tout au moins un taillis. »« Un taillis? Tu rêves, mon garçon !» répliqua Paganel en haussant les épaules. « Je ne rêve pas, » reprit Robert, « et vous verrez vous-même. Voilà un singulier pays. On y sème des cornes, et elles poussent comme du blé. Je voudrais bien en avoir de la graine. » « Mais il parle sérieusement, » dit le major. « Oui, monsieur le major, vous allez bien voir. » Robert ne s'était pas trompé, et bientôt on se trouva devant un immense champ de cornes, régulièrement planté, qui s'étendait à perte de vue. C'était un véritable taillis, bas et serré, mais étrange. « Eh bien, » dit Robert. « Voilà qui est particulier, » répondit Paganel en se tournant vers l'Indien et l'interrogeant. « Les cornes sortent de terre, dit Thalcave, mais les bœufs sont dessous. »« Quoi ?» s'écria Paganel. « Il y a là tout un troupeau enlisé dans cette boue.
Oui, fit le Patagon. En effet, un immense troupeau avait trouvé la mort sous ce sol ébranlé par sa course. Des centaines de bœufs venaient de périr ainsi, côte à côte, étouffés dans la vaste fondrière. Ce fait, qui se produit quelquefois dans la plaine argentine, ne pouvait être ignoré de l'Indien, et c'était un avertissement dont il convenait de tenir compte. On tourna l'immense hécatombe, qui eût satisfait les dieux les plus exigeants de l'Antiquité, et 1 heure après, le champ de corne restait à 2 000 en arrière. Thalcave observait avec une certaine anxiété cet état de choses qui ne lui semblait pas ordinaire. Il s'arrêtait souvent et se dressait sur ses étriers. Sa grande taille lui permettait d'embrasser du regard un vaste horizon. Mais n'apercevant rien qui pût l'éclairer, il reprenait bientôt sa marche interrompue. 1 mille plus loin il s'arrêtait encore, puis, s'écartant de la ligne suivie, il faisait une pointe de quelques milles, tantôt au nord, tantôt au sud, et revenait prendre la tête de la troupe, sans dire ni ce qu'il espérait, ni ce qu'il craignait. Ce manège, maintes fois répété, intrigua Paganel et inquiéta Glenarvan. Le savant fut donc invité à interroger l'Indien, ce qu'il fit aussitôt. Thalcave lui répondit qu'il s'étonnait de voir la plaine imprégnée d'eau. Jamais, à sa connaissance, et depuis qu'il exerçait le métier de guide, ses pieds n'avaient foulé un sol si détrempé. Même à la saison des grandes pluies, la campagne argentine offrait toujours des passes praticables. Mais à quoi attribuer cette humidité croissante? Demanda Paganel. Je ne sais, répondit l'Indien. Et quand je le saurai? Est-ce que les rios des Sierras, grossis par les pluies, ne débordent jamais? Quelquefois. Et maintenant, peut-être? Peut-être, dit Thalcave. Paganel dut se contenter de cette demi-réponse, et il fit connaître à Glenarvan le résultat de sa conversation. Et que conseille Thalcave? Dit Glenarvan. Qu'y a-t-il à faire? Demanda Paganel au Patagon. Marchez vite, répondit l'Indien. Conseil plus facile à donner qu'à suivre. Les chevaux se fatiguaient promptement à fouler un sol qui fuyait sous eux. La dépression s'accusait de plus en plus, et cette partie de la plaine pouvait être assimilée à un immense bas-fond, où les eaux envahissantes devaient rapidement s'accumuler. Il importait donc de franchir sans retard ces terrains en contrebas qu'une inondation eût immédiatement transformés en lacs. On hâta le pas. Mais ce ne fut pas assez de cette eau qui se déroulait en nappe sous le pied des chevaux. Vers 2 heures, les cataractes du ciel s'ouvrirent, et des torrents d'une pluie tropicale se précipitèrent sur la plaine. Jamais plus belle occasion ne se présenta de se montrer philosophe. Nul moyen de se soustraire à ce déluge, et mieux valait le recevoir stoïquement. Les ponchos étaient ruisselants. Les chapeaux les arrosaient comme un toit dont les gouttières sont engorgées. La frange des recados semblait faite de filets liquides, et les cavaliers, éclaboussés par leurs montures dont le sabot frappait à chaque pas les torrents du sol, chevauchaient dans une double averse qui venait à la fois de la terre et du ciel. Ce fut ainsi que, trempés, transis et brisés de fatigue, ils arrivèrent le soir à un rancho fort misérable. Des gens peu difficiles pouvaient seuls lui donner le nom d'abri, et des voyageurs aux abois consentirent à s'y abriter. Mais Glenarvan et ses compagnons n'avaient pas le choix. Ils se blottirent donc dans cette cahute abandonnée, dont n'aurait pas voulu un pauvre Indien des Pampas. Un mauvais feu d'herbe, qui donnait plus de fumée que de chaleur, fut allumé, non sans peine. Les rafales de pluie faisaient rage au dehors, et à travers le chaume pourri suintaient de larges gouttes. Si le foyer ne s'éteignit pas 20 fois, c'est que 20 fois Mulrady et Wilson luttèrent contre l'envahissement de l'eau. Le souper, très médiocre et peu réconfortant, fut assez triste. L'appétit manquait. Seul le major fit honneur au chargui humide et ne perdit pas un coup de dent. L'impassible Mac Nabbs était supérieur aux événements. Quant à Paganel, en sa qualité de Français, il essaya de plaisanter, mais cela ne prit pas. Mes plaisanteries sont mouillées, dit-il.
elle rate. Cependant, comme ce qu'il y avait de plus plaisant dans cette circonstance était de dormir, chacun chercha dans le sommeil un oubli momentané de ses fatigues. La nuit fut mauvaise. Les haies du rancho craquaient à se rompre. Ils s'inclinaient sous les poussées du vent et menaçaient de s'en aller à chaque rafale. Les malheureux chevaux gémissaient au dehors, exposés à toute l'inclémence du ciel, et leurs maîtres ne souffraient pas moins dans leur méchante cahute. Cependant le sommeil finit par l'emporter. Robert le premier, fermant les yeux, laissa reposer sa tête sur l'épaule de lord Glenarvan. Et bientôt tous les hôtes du rancho dormaient sous la garde de Dieu. Il paraît que Dieu fit bonne garde, car la nuit s'acheva sans accident. On se réveilla à l'appel de Thaouka, qui, toujours veillant, hennissait au dehors et frappait d'un sabot vigoureux le mur de la cahute. À défaut de Thalcave, il savait au besoin donner le signal du départ. On lui devait trop pour ne pas lui obéir, et l'on partit. La pluie avait diminué, mais le terrain étanche conservait l'eau versée. Sur son imperméable argile, les flaques, les marais, les étangs débordaient et formaient d'immenses banados, d'une perfide profondeur. Paganel, consultant sa carte, pensa non sans raison que les Rios Grande et Vivarota, où se drainent habituellement les eaux de cette plaine, devaient s'être confondus dans un large lit de plusieurs milles. Une extrême vitesse de marche devint alors nécessaire. Il s'agissait du salut commun. Si l'inondation croissait, où trouver asile? L'immense cercle tracé par l'horizon n'offrait pas un seul point culminant, et sur cette plaine horizontale, l'envahissement des eaux devait être rapide. Les chevaux furent donc poussés à fond de train. Thaouka tenait la tête, et mieux que certains amphibies aux puissantes nageoires, il méritait le nom de cheval marin, car il bondissait comme s'il eût été dans son élément naturel. Tout d'un coup, vers 10 heures du matin, Thaouka donna les signes d'une extrême agitation. Il se retournait fréquemment vers les planes immensités du sud. Ses hennissements se prolongeaient. Ses naseaux aspiraient fortement l'air vif. Il se cabrait avec violence. Thalcave, que ses bonds ne pouvaient désarçonner, ne le maintenait pas sans peine. L'écume de sa bouche se mélangeait de sang, sous l'action du mors vigoureusement serré. Et cependant l'ardent animal ne se calmait pas. Libre, son maître sentait bien qu'il se fût enfui vers le nord de toute la rapidité de ses jambes. Qu'a donc Thaouka? Demanda Paganel. Est-il mordu par les sangsues si voraces des eaux argentines? Non, répondit l'Indien. Il s'effraie donc de quelque danger. Oui, il a senti le danger. Lequel? Je ne sais pas. Si l'œil ne révélait pas encore ce péril que devinait Thaouka, l'oreille du moins pouvait déjà s'en rendre compte. En effet, un murmure sourd, pareil au bruit d'une marée montante, se faisait entendre au-delà des limites de l'horizon. Le vent soufflait par rafales humides et chargé d'une poussière aqueuse. Les oiseaux, fuyant quelque phénomène inconnu, traversaient l'air à tire-d'aile. Les chevaux immergés jusqu'à mi-jambe ressentaient les premières poussées du courant. Bientôt un bruit formidable, des beuglements, des hennissements, des bêlements, retentirent à un demi-mille dans le sud, et d'immenses troupeaux apparurent, qui, se renversant, se relevant, se précipitant, mélange incohérent de bêtes effarées, fuyaient avec une effroyable rapidité. C'est à peine s'il fut possible de les distinguer au milieu des tourbillons liquides soulevés dans leur course. 100 baleines de la plus forte taille n'auraient pas refoulé avec plus de violence les flots de l'océan. Anda, anda! Cria Thalcave d'une voix éclatante. Qu'est-ce donc? Dit Paganel. La crue! La crue! Répondit Thalcave en éperonant son cheval, qu'il lança dans la direction du nord. L'inondation! S'écria Paganel. Et ses compagnons, lui en tête, volèrent sur les traces de Thaouka. Il était temps. En effet, à 5 milles vers le sud, un haut et large mascaret dévalait sur la campagne, qui se changeait en océan.
Les grandes herbes disparaissaient comme fauchées. Les touffes de mimosées, arrachées par le courant, dérivaient et formaient des îlots flottants. La masse liquide se débitait, par nappes épaisses, d'une irrésistible puissance. Il y avait évidemment eu rupture des barrancas des grands fleuves de la Pampésie. Et peut-être les eaux du Colorado au nord et du Rio Negro au sud se réunissaient-elles alors dans un lit commun. La barre signalée par Thalcave arrivait avec la vitesse d'un cheval de course. Les voyageurs fuyaient devant elle comme une nuée chassée par un vent d'orage. Leurs yeux cherchaient en vain un lieu de refuge. Le ciel et l'eau se confondaient à l'horizon. Les chevaux, surexcités par le péril, s'emportaient dans un galop échevelé, et leurs cavaliers pouvaient à peine se tenir en selle. Glenarvan regardait souvent en arrière. L'eau nous gagne, pensait-il. Anda, anda, criait Thalcave, et l'on pressait encore les malheureuses bêtes. De leurs flancs labourés par l'éperon s'échappait un sang vif, qui traçait sur l'eau de longs filets rouges. Ils trébuchaient dans les crevasses du sol. Ils s'embarrassaient dans les herbes cachées. Ils s'abattaient. On les relevait. Ils s'abattaient encore. On les relevait toujours. Le niveau des eaux montait sensiblement. De longues ondulations annonçaient l'assaut de cette barre qui agitait à moins de 2000 sa tête écumante. Pendant un quart d'heure se prolongea cette lutte suprême contre le plus terrible des éléments. Les fugitifs n'avaient pu se rendre compte de la distance qu'ils venaient de parcourir, mais à en juger par la rapidité de leur course, elle devait être considérable. Cependant, les chevaux, noyés jusqu'au poitrail, n'avançaient plus qu'avec une extrême difficulté. Glenarvan, Paganel, Austin, tous se crurent perdus et voués à cette mort horrible des malheureux abandonnés en mer. Leurs montures commençaient à perdre le sol de la plaine, et 6 pieds d'eau suffisaient à les noyer. Il faut renoncer à peindre les poignantes angoisses de ces 8 hommes, envahis par une marée montante. Ils sentaient leur impuissance à lutter contre ces cataclysmes de la nature, supérieurs aux forces humaines. Leur salut n'était plus dans leurs mains. 5 minutes après, les chevaux étaient à la nage. Le courant seul les entraînait avec une incomparable violence, et une vitesse égale à celle de leur galop le plus rapide, qui devait dépasser 20 milles à l'heure. Tout salut semblait impossible, quand la voix du major se fit entendre. « Un arbre, dit-il. « Un arbre » s'écria Glenarvan. « Là, là, répondit Thalcave. Et du doigt il montra à 800 brasses dans le nord une espèce de noyer gigantesque qui s'élevait solitairement du milieu des eaux. Ses compagnons n'avaient pas besoin d'être excités. Cet arbre qui s'offrait si inopinément à eux, il fallait le gagner à tout prix. Les chevaux ne l'atteindraient pas sans doute, mais les hommes du moins pouvaient être sauvés. Le courant les portait. En ce moment le cheval de Tom Austin fit entendre un hennissement étouffé et disparut. Son maître, dégagé de ses étriers, se mit à nager vigoureusement. « Accroche-toi à ma selle !» lui cria Glenarvan. « Merci, votre honneur, » répondit Tom Austin. « Les bras sont solides. »« Ton cheval, Robert ?» reprit Glenarvan, se tournant vers le jeune Grant. « Il va, mylord, il va. Il nage comme un poisson. »« Attention !» dit le major d'une voix forte. Ce mot était à peine prononcé que l'énorme mascaret arriva. Une vague monstrueuse, haute de 40 pieds, déferla sur les fugitifs avec un bruit énorme. Hommes et bêtes, tout disparut dans un tourbillon d'écume. Une masse liquide, pesant plusieurs millions de tonnes, les roula dans ces eaux furieuses. Lorsque la barre fut passée, les hommes revinrent à la surface des eaux et se comptèrent rapidement. Mais les chevaux, sauf Thaouka portant son maître, avaient pour jamais disparu. « Hardi, hardi !» répétait Glenarvan, qui soutenait Paganel d'un bras et nageait de l'autre. « Cela va, répondit le digne savant, et même je ne suis pas fâché. » De quoi n'était-il pas fâché? On ne le sut jamais, car le pauvre homme fut forcé d'avaler la fin de sa phrase avec une demi-pinte d'eau limoneuse.
Le major s'avançait tranquillement, en tirant une coupe régulière qu'un maître nageur n'eût pas désavouée. Les matelots se faufilaient comme deux marsouins dans leur liquide élément. Quant à Robert, accroché à la crinière de Thaouka, il se laissait emporter avec lui. Thaouka fendait les eaux avec une énergie superbe, et se maintenait instinctivement dans la ligne de l'arbre où portait le courant. L'arbre n'était plus qu'à 20 brasses. En quelques instants, il fut atteint par la troupe entière. Heureusement, car ce refuge manqué, toute chance de salut s'évanouissait, et il fallait périr dans les flots. L'eau s'élevait jusqu'au sommet du tronc, à l'endroit où les branches mères prenaient naissance. Il fut donc facile de s'y accrocher. Thalcave, abandonnant son cheval et hissant Robert, grimpa le premier, et bientôt ses bras puissants eurent mis en lieu sûr les nageurs épuisés. Mais Thaouka, entraîné par le courant, s'éloignait rapidement. Il tournait vers son maître sa tête intelligente, et secouant sa longue crinière, il l'appelait en hennissant. « Tu l'abandonnes » dit Paganel à Thalcave. « Moi » s'écria l'Indien. Et, plongeant dans les eaux tortueuses, il reparut à 10 brasses de l'arbre. Quelques instants après, son bras s'appuyait au cou de Thaouka, et cheval et cavalier dérivaient ensemble vers le brumeux horizon du nord. Jules Verne, Les enfants du capitaine Grant. Première partie, chapitre 23. Où l'on mène la vie des oiseaux. L'arbre sur lequel Glenarvan et ses compagnons venaient de trouver refuge ressemblait à un noyer. Il en avait le feuillage luisant et la forme arrondie. En réalité, c'était l'ombu, qui se rencontre isolément dans les plaines argentines. Cet arbre au tronc tortueux et énorme est fixé au sol non seulement par ses grosses racines, mais encore par des rejetons vigoureux qui l'y attachent de la plus tenace façon. Aussi avait-il résisté à l'assaut du mascaret. Cet ombu mesurait en hauteur une centaine de pieds, et pouvait couvrir de son ombre une circonférence de 60 toises. Tout cet échafaudage reposait sur 3 grosses branches qui se trifurquaient au sommet du tronc large de 6 pieds. 2 de ces branches s'élevaient presque perpendiculairement, et supportaient l'immense parasol de feuillage, dont les rameaux croisés, mêlés, enchevêtrés, comme par la main d'un vannier, formaient un impénétrable abri. La 3e branche, au contraire, s'étendait à peu près horizontalement au-dessus des eaux mugissantes. Ses basses feuilles s'y baignaient déjà. Elle figurait un cap avancé de cette île de verdure entourée d'un océan. L'espace ne manquait pas à l'intérieur de cet arbre gigantesque. Le feuillage, repoussé à la circonférence, laissait de grands intervalles largement dégagés, de véritables clairières, de l'air en abondance, de la fraîcheur partout. À voir ces branches élevées jusqu'aux nues, leurs rameaux innombrables, tandis que des lianes parasites les rattachaient l'une à l'autre, et que des rayons de soleil se glissaient à travers les trouées du feuillage, on eût vraiment dit que le tronc de cet ombu portait à lui seul une forêt tout entière. À l'arrivée des fugitifs, un monde ailé s'enfuit sur les hautes ramures, protestant par ses cris contre une si flagrante usurpation de domicile. Ces oiseaux, qui eux aussi avaient cherché refuge sur cet ombu solitaire, étaient là par centaines, des merles, des étourneaux, des isacas, des ilgueros, et surtout des picaflores, oiseaux-mouches aux couleurs resplendissantes. Et quand ils s'envolèrent, il sembla qu'un coup de vent dépouillait l'arbre de toutes ses fleurs. Tel était l'asile offert à la petite troupe de Glenarvan. Le jeune Grant et l'agile Wilson, à peine juchés dans l'arbre, se hâtèrent de grimper jusqu'à ses branches supérieures. Leur tête trouait alors le dôme de verdure. De ce point culminant, la vue embrassait un vaste horizon. L'océan créé par les inondations les entourait de toutes parts, et les regards, si loin qu'ils s'étendissent, ne purent en apercevoir la limite. Aucun arbre ne sortait de la plaine liquide. L'ombu, seul, au milieu des eaux débordées, frémissait à leur choc.
au loin, dérivant du sud au nord, passaient, emportés par l'impétueux courant, des troncs déracinés, des branches tordues, des chaumes arrachés à quelque rancho démoli, des poutres de hangars volées par les eaux au toit des estancias, des cadavres d'animaux noyés, des peaux sanglantes, et sur un arbre vacillant toute une famille de jaguars rugissants qui se cramponnaient des griffes à leurs radeaux fragiles. Plus loin encore, un point noir, presque invisible déjà, attira l'attention de Wilson. C'était Thalcave et son fidèle Thaouka qui disparaissaient dans l'éloignement. Thalcave, ami Thalcave, s'écria Robert en tendant la main vers le courageux Patagon. Il se sauvera, monsieur Robert, répondit Wilson. Mais allons rejoindre son honneur. Un instant après, Robert Grant et le matelot descendaient les 3 étages de branches et se trouvaient au sommet du tronc. Là, Glenarvan, Paganel, le major Austin et Mulrady étaient assis à cheval ou accrochés, suivant leurs aptitudes naturelles. Wilson rendit compte de sa visite à la cime de l'Humbu. Tous partagèrent son opinion à l'égard de Thalcave. Il n'y eut doute que sur la question de savoir si ce serait Thalcave qui sauverait Thaouka ou Thaouka qui sauverait Thalcave. La situation des hôtes de l'Humbu était sans contredit beaucoup plus alarmante. L'arbre ne céderait pas sans doute à la force du courant, mais l'inondation croissante pouvait gagner ses hautes branches, car la dépression du sol faisait de cette partie de la plaine un profond réservoir. Le premier soin de Glenarvan fut donc d'établir, au moyen d'entailles, des points de repère qui permissent d'observer les divers niveaux d'eau. La crue, stationnaire alors, paraissait avoir atteint sa plus grande élévation. C'était déjà rassurant. « Et maintenant, qu'allons-nous faire » dit Glenarvan. « Faire notre nid, parbleu !» répondit gaiement Paganel. « Faire notre nid ?» s'écria Robert. « Sans doute, mon garçon, et vivre la vie des oiseaux, puisque nous ne pouvons vivre la vie des poissons. »« Bien, » dit Glenarvan, « mais qui nous donnera la béquille ?»« Moi, » répondit le major. Tous les regards se portèrent sur Mac Nabbs. Le major était confortablement assis dans un fauteuil naturel, formé de 2 branches élastiques, et d'une main, il tendait ses alforjas mouillées, mais rebondis. « Ah, Mac Nabbs !» s'écria Glenarvan. « Je vous reconnais bien là. Vous songez à tout, même dans des circonstances où il est permis de tout oublier. » « Du moment qu'on était décidé à ne pas se noyer, » répondit le major, « ce n'était pas dans l'intention de mourir de faim. »« J'y aurais bien songé, » dit naïvement Paganel, « mais je suis si distrait. »« Et que contiennent les alforjas ?» demanda Tom Austin. « La nourriture de 7 hommes pendant 2 jours, » répondit Mac Nabbs. « Bon, » dit Glenarvan, « j'espère que l'inondation aura suffisamment diminué d'ici 24 heures. »« Ou que nous aurons trouvé un moyen de regagner la terre ferme, » répliqua Paganel. « Notre premier devoir est donc de déjeuner, » dit Glenarvan. « Après nous être séchés, toutefois, » fit observer le major. « Et du feu, » dit Wilson. « Eh bien, il faut en faire, » répondit Paganel. « Où ? Au sommet du tronc, parbleu. »« Avec quoi ? » ?»« Avec du bois mort que nous irons couper dans l'arbre. »« Mais comment l'allumer ? » dit Glenarvan. « Notre amadou ressemble à une éponge mouillée. »« On s'en passera, » répondit Paganel. « Un peu de mousse séchée, un rayon de soleil, la lentille de ma longue vue, et vous allez voir de quel feu je me chauffe. Qui va chercher du bois dans la forêt ? » « Moi, » s'écria Robert. Et, suivi de son ami Wilson, il disparut comme un jeune chat dans les profondeurs de l'arbre. Pendant leur absence, Paganel trouva de la mousse sèche en quantité suffisante. Il se procura un rayon de soleil, ce qui fut facile car l'astre du jour brûlait alors d'un vif éclat. Puis, sa lentille aidant, il enflamma sans peine ces matières combustibles, qui furent déposées sur une couche de feuilles humides à la trifurcation des grosses branches de l'Humbu. C'était un foyer naturel qui n'offrait aucun danger d'incendie. Bientôt Wilson et Robert revinrent avec une brassée de bois mort,
qui fut jeté sur la mousse. Paganel, afin de déterminer le tirage, se plaça au-dessus du foyer, ses deux longues jambes écartées à la manière arabe, puis, se baissant et se relevant par un mouvement rapide, il fit au moyen de son poncho un violent appel d'air. Le bois s'enflamma, et bientôt une belle flamme ronflante s'éleva du brasero improvisé. Chacun se sécha à sa fantaisie, tandis que les ponchos accrochés dans l'arbre se balançaient au souffle du vent. Puis on déjeuna, tout en se rationnant, car il fallait songer au lendemain. L'immense bassin se viderait moins vite peut-être que l'espérait Glenarvan, et, en somme, les provisions étaient fort restreintes. L'homme bu ne produisait aucun fruit. Heureusement, il pouvait offrir un remarquable contingent d'œufs frais, grâce aux nids nombreux qui poussaient sur ses branches, sans compter leurs hôtes emplumés. Ces ressources n'étaient nullement à dédaigner. Maintenant donc, dans la prévision d'un séjour prolongé, il s'agissait de procéder à une installation confortable. Puisque la cuisine et la salle à manger sont au rez-de-chaussée, dit Paganel, nous irons nous coucher au premier étage. La maison est vaste, le loyer n'est pas cher, il ne faut pas se gêner. J'aperçois là-haut des berceaux naturels dans lesquels, une fois bien attachés, nous dormirons comme dans les meilleurs lits du monde. Nous n'avons rien à craindre, d'ailleurs. On veillera, et nous sommes en nombre pour repousser des flottes d'Indiens et autres animaux. Il ne nous manque que des armes, dit Tom Austin. J'ai mes revolvers, dit Glenarvan. Et moi les miens, répondit Robert. À quoi bon, reprit Tom Austin, si M. Paganel ne trouve pas le moyen de fabriquer la poudre? C'est inutile, répondit Mac Nabbs, en montrant une poudrière en parfait état. Et d'où vient-elle, Major? De Thalcave. Il a pensé qu'elle pouvait nous être utile, et il me l'a remise avant de se précipiter au secours de Thaouka. Généreux et brave Indien, s'écria Glenarvan. Oui, répondit Tom Austin. Si tous les Patagons sont taillés sur ce modèle, j'en fais mon compliment à la Patagonie. Je demande qu'on n'oublie pas le cheval, dit Paganel. Il fait partie du Patagon, et je me trompe fort, ou nous les reverrons l'un portant l'autre. À quelle distance sommes-nous de l'Atlantique? Demanda le major. À une quarantaine de milles tout au plus, répondit Paganel. Et maintenant, mes amis, puisque chacun est libre de ses actions, je vous demande la permission de vous quitter. Je vais me choisir là-haut un observatoire, et ma longue vue aidant, je vous tiendrai au courant des choses de ce monde. On laissa faire le savant, qui fort adroitement se hissa de branche en branche, et disparut derrière l'épais rideau de feuillage. Ses compagnons s'occupèrent alors d'organiser la couchée et de préparer leur lit. Ce ne fut ni difficile ni long. Pas de couverture à faire, ni de meubles à ranger, et bientôt chacun vint reprendre sa place autour du brasero. On causa alors, mais non plus de la situation présente, qu'il fallait supporter avec patience. On en revint à ce thème inépuisable du capitaine Grant. Si les eaux se retiraient, le Duncan, avant 3 jours, reverrait les voyageurs à son bord. Mais Harry Grant, ses 2 matelots, ces malheureux naufragés, ne seraient pas avec eux. Il semblait même, après cet insuccès, après cette inutile traversée de l'Amérique, que tout espoir de les retrouver était irrévocablement perdu. Où diriger de nouvelles recherches? Quelle serait donc la douleur de Lady Helena et de Mary Grant, en apprenant que l'avenir ne leur gardait plus aucune espérance? Pauvre sœur, dit Robert, tout est fini, pour nous. Glenarvan, pour la première fois, ne trouva pas un mot consolant à répondre. Quel espoir pouvait-il donner au jeune enfant? N'avait-il pas suivi avec une rigoureuse exactitude les indications du document? Et pourtant, dit-il, ce 37e degré de latitude n'est pas un chiffre vain. Qu'il s'applique au naufrage ou à la captivité d'Harry Grant, il n'est pas supposé, interprété, deviné. Nous l'avons lu de nos propres yeux. Tout cela est vrai, votre honneur, répondit Tom Austin, et cependant nos recherches n'ont pas réussi. C'est irritant et désespérant à la fois, s'écria Glenarvan.
Irritant si vous voulez, répondit McNabbs, d'un ton tranquille, mais non pas désespérant. C'est précisément parce que nous avons un chiffre indiscutable qu'il faut épuiser jusqu'au bout tous ces enseignements. Que voulez-vous dire? Demanda Glenarvan. Et, à votre avis, que peut-il rester à faire? Une chose très simple et très logique, mon cher Edward. Mettons le cap à l'est, quand nous serons à bord du Duncan, et suivons jusqu'à notre point de départ, s'il le faut, ce 37e parallèle. Croyez-vous donc, McNabbs, que je n'y ai pas songé? Répondit Glenarvan. Si, 100 fois. Mais quelle chance avons-nous de réussir? Quitter le continent américain, n'est-ce pas s'éloigner de l'endroit indiqué par Harry Grant lui-même, de cette Patagonie si clairement nommée dans le document? Voulez-vous donc recommencer vos recherches dans les Pampas? Répondit le major. Quand vous avez la certitude que le naufrage du Britannia n'a eu lieu ni sur les côtes du Pacifique, ni sur les côtes de l'Atlantique. Glenarvan ne répondit pas. Et si faible que soit la chance de retrouver Harry Grant en remontant le parallèle indiqué par nous, ne devons-nous pas la tenter? Je ne dis pas non, répondit Glenarvan. Et vous, mes amis, ajouta le major en s'adressant aux marins, ne partagez-vous pas mon opinion? Entièrement, répondit Tom Austin, que Mulrady et Wilson approuvèrent d'un signe de tête. Écoutez-moi, mes amis, reprit Glenarvan, après quelques instants de réflexion. Et entends bien, Robert, car ceci est une grave discussion. Je ferai tout au monde pour retrouver le capitaine Grant. Je m'y suis engagé, et j'y consacrerai ma vie entière s'il le faut. Toute l'Écosse se joindrait à moi pour sauver cet homme de cœur qui s'est dévoué pour elle. Moi aussi, je pense que, si faible que soit cette chance, nous devons faire le tour du monde par ce 37e parallèle, et je le ferai. Mais la question à résoudre n'est pas celle-là. Elle est beaucoup plus importante, et la voici. Devons-nous abandonner définitivement, et dès à présent, nos recherches sur le continent américain? La question, catégoriquement posée, resta sans réponse. Personne n'osait se prononcer. Eh bien, reprit Glenarvan en s'adressant plus spécialement au major. Mon cher Edward, répondit McNabbs, c'est encourir une assez grande responsabilité que de vous répondre hic et nunc. Cela demande réflexion. Avant tout, je désire savoir quelles sont les contrées que traverse le 37e parallèle de latitude australe. Cela, c'est l'affaire de Paganel, répondit Glenarvan. Interrogeons-le donc, répliqua le major. On ne voyait plus le savant, caché par le feuillage épais de l'ombu. Il fallut le héler. Paganel! Paganel! S'écria Glenarvan. Présent, répondit une voix qui venait du ciel. Où êtes-vous? Dans ma tour. Que faites-vous là? J'examine l'immense horizon. Pouvez-vous descendre un instant? Vous avez besoin de moi? Oui. À quel propos? Pour savoir quel pays traverse le 37e parallèle. Rien de plus aisé, répondit Paganel. Inutile même de me déranger pour vous le dire. Eh bien, allez. Voilà. En quittant l'Amérique, le 37e parallèle sud traverse l'océan Atlantique. Bon. Il rencontre les îles Tristan d'Acunha. Bien. Il passe à 2 degrés au-dessous du cap de Bonne-Espérance. Après, il court à travers la mer des Indes. Ensuite, il effleure l'île Saint-Pierre du groupe des îles Amsterdam. Allez toujours. Il coupe l'Australie par la province de Victoria. Continuez. En sortant de l'Australie, cette dernière phrase ne fut pas achevée. Le géographe hésitait-il? Le savant ne savait-il plus? Non, mais un cri formidable se fit entendre dans les hauteurs de l'Ombu. Glenarvan et ses amis pâlirent en se regardant. Une nouvelle catastrophe venait-elle d'arriver? Le malheureux Paganel s'était-il laissé choir? Déjà Wilson et Mulrady volaient à son secours, quand un long corps apparut. Paganel dégringolait de branche en branche. Était-il vivant?
Était-il mort? On ne savait, mais il allait tomber dans les eaux mugissantes, quand le major l'arrêta au passage. Bien obligé, McNabbs, s'écria Paganel. Quoi? Qu'avez-vous? dit le major. Qu'est-ce qui vous a pris? Encore une de vos éternelles distractions? Oui, oui, répondit Paganel, d'une voix étranglée par l'émotion. Une distraction. Phénoménale, cette fois. Laquelle? Nous nous sommes trompés. Nous nous trompons encore. Nous nous trompons toujours. Expliquez-vous. Glenarvan, Major, Robert, mes amis, s'écria Paganel. Nous cherchons le capitaine Grant où il n'est pas. Que dites-vous? S'écria Glenarvan. Non seulement où il n'est pas, ajouta Paganel, mais encore où il n'a jamais été. Jules Verne, Les enfants du capitaine Grant. Première partie. Chapitre 24. Où l'on continue de mener la vie des oiseaux. Un profond étonnement accueillit ces paroles inattendues. Que voulait dire le géographe? Avait-il perdu l'esprit? Il parlait cependant avec une telle conviction que tous les regards se portèrent sur Glenarvan. Cette affirmation de Paganel était une réponse directe à la question qu'il venait de poser. Mais Glenarvan se borna à faire un geste de dénégation qui ne prouvait pas en faveur du savant. Cependant celui-ci, maître de son émotion, reprit la parole. Oui, dit-il d'une voix convaincue, oui, nous nous sommes égarés dans nos recherches, et nous avons lu sur le document ce qui n'y était pas. Expliquez-vous, Paganel, dit le major, et avec plus de calme. C'est très simple, major. Comme vous, j'étais dans l'erreur. Comme vous, j'étais lancé dans une interprétation fausse. Quand, il n'y a qu'un instant, au haut de cet arbre, répondant à vos questions et m'arrêtant sur le mot Australie, un éclair a traversé mon cerveau, et la lumière s'est faite. Quoi? S'écria Glenarvan. Vous prétendez que Harry Grant... Je prétends, répondit Paganel, que le mot austral, qui se trouve dans le document, n'est pas un mot complet, comme nous l'avons cru jusqu'ici, mais bien le radical du mot Australie. Voilà qui serait particulier, répondit le major. Particulier, répliqua Glenarvan en haussant les épaules. C'est tout simplement impossible. Impossible, reprit Paganel, c'est un mot que nous n'admettons pas en France. Comment? Ajouta Glenarvan du ton de la plus profonde incrédulité. Vous osez prétendre, le document en main, que le naufrage du Britannia a eu lieu sur les côtes de l'Australie? J'en suis sûr, répondit Paganel. Ma foi, Paganel, dit Glenarvan, voilà une prétention qui m'étonne beaucoup, venant du secrétaire d'une société géographique. Pour quelle raison? Demanda Paganel, touché à son endroit sensible. Parce que si vous admettez le mot Australie, vous admettez en même temps qu'il s'y trouve des Indiens, ce qui ne s'est jamais vu jusqu'ici. Paganel ne fut nullement surpris de l'argument. Il s'y attendait sans doute, et se mit à sourire. Mon cher Glenarvan, dit-il, ne vous hâtez pas de triompher. Je vais vous battre à plate couture, comme nous disons, nous autres Français. Et jamais Anglais n'aura été si bien battu. Ce sera la revanche de Crécy et d'Azincourt. Je ne demande pas mieux. Battez-moi, Paganel. Écoutez donc. Il n'y a pas plus d'Indiens dans le texte du document que de Patagonie. Le mot incomplet, Indi, ne signifie pas indien, mais bien indigène. Or, admettez-vous qu'il y ait des indigènes en Australie? Il faut avouer qu'en ce moment Glenarvan regarda fixement Paganel. Bravo, Paganel, dit le major. Admettez-vous mon interprétation, mon cher lord? Oui, répondit Glenarvan, si vous me prouvez que ce reste de mot Goni ne s'applique pas au pays des Patagons. Non, certes, s'écria Paganel, il ne s'agit pas de Patagonie. Lisez tout ce que vous voudrez, excepté cela. Mais quoi? Cosmogonie,
Théogonie, agonie. Agonie, dit le major. Cela m'est indifférent, répondit Paganel. Le mot n'a aucune importance. Je ne chercherai même pas ce qu'il peut signifier. Le point principal, c'est que Austral indique l'Australie. Et il fallait être aveuglément engagé dans une voie fausse pour n'avoir pas découvert dès l'abord une explication si évidente. Si j'avais trouvé le document, moi, si mon jugement n'avait pas été faussé par votre interprétation, je ne l'aurais jamais compris autrement. Cette fois les hurrahs, les félicitations, les compliments accueillirent ces paroles de Paganel. Austin, les matelots, le major, Robert surtout, si heureux de renaître à l'espoir, applaudirent le digne savant. Glenarvan, dont les yeux se dessillaient peu à peu, était, dit-il, tout près de se rendre. Une dernière observation, mon cher Paganel, et je n'aurai plus qu'à m'incliner devant votre perspicacité. Parlez, Glenarvan. Comment assemblez-vous entre ces mots, nouvellement interprétés, et de quelle manière lisez-vous le document? Rien n'est plus facile. Voici le document, dit Paganel en présentant le précieux papier qu'il étudiait si consciencieusement depuis quelques jours. Un profond silence se fit, pendant que le géographe, rassemblant ses idées, prenait son temps pour répondre. Son doigt suivait sur le document les lignes interrompues, tandis que d'une voix sûre, et soulignant certains mots, il s'exprima en ces termes. Le 7 juin 1862, le 3 mâts Britannia de Glasgow a sombré après. Mettons, si vous voulez, 2 jours, 3 jours, ou une longue agonie, peu importe, c'est tout à fait indifférent, sur les côtes de l'Australie. Se dirigeant à terre, deux matelots, le capitaine Grant, vont essayer d'aborder, ou ont abordé le continent, où ils seront, ou sont prisonniers, de cruels indigènes, et ils ont jeté ce document, etc., etc. Est-ce clair? C'est clair, répondit Glenarvan. Si le nom de continent peut s'appliquer à l'Australie, qui n'est qu'une île. Rassurez-vous, mon cher Glenarvan, les meilleurs géographes sont d'accord pour nommer cette île le continent australien. Alors je n'ai plus qu'une chose à dire, mes amis, s'écria Glenarvan, en Australie, et que le ciel nous assiste. En Australie, répétèrent ses compagnons d'une voix unanime. Savez-vous bien, Paganel, ajouta Glenarvan, que votre présence à bord du Duncan est un fait providentiel? Bon, répondit Paganel, mettons que je suis un envoyé de la Providence, et n'en parlons plus. Ainsi se termina cette conversation qui, dans l'avenir, eut de si grandes conséquences. Elle modifia complètement la situation morale des voyageurs. Ils venaient de ressaisir le fil de ce labyrinthe dans lequel ils se croyaient à jamais égarés. Une nouvelle espérance s'élevait sur les ruines de leur projet écroulé. Ils pouvaient sans crainte laisser derrière eux ce continent américain, et toutes leurs pensées s'envolaient déjà vers la terre australienne. En remontant à bord du Duncan, ses passagers n'y apporteraient pas le désespoir à son bord, et Lady Helena, Mary Grant, n'aurait pas à pleurer l'irrévocable perte du capitaine Grant. Aussi, ils oublièrent les dangers de leur situation pour se livrer à la joie. Et ils n'eurent qu'un seul regret, celui de ne pouvoir partir sans retard. Il était alors 4 heures du soir. On résolut de souper à 6. Paganel voulut célébrer par un festin splendide cette heureuse journée. Or le menu était très restreint. Il proposa à Robert d'aller chasser dans la forêt prochaine. Robert battit des mains à cette bonne idée. On prit la poudrière de Thalcave, on nettoya les revolvers, on les chargea de petits plombs, et l'on partit. « Ne vous éloignez pas, » dit gravement le major aux deux chasseurs. Après leur départ, Glenarvan et Mac Nabbs allèrent consulter les marques entaillées dans l'arbre, tandis que Wilson et Mulrady rallumaient les charbons du brasero. Glenarvan, descendu à la surface de l'immense lac, ne vit aucun symptôme de décroissance. Cependant les eaux semblaient avoir atteint leur maximum d'élévation. Mais la violence avec laquelle elles s'écoulaient du sud au nord prouvait que l'équilibre ne s'était pas encore établi entre les fleuves argentins. Avant de baisser, il fallait d'abord que cette masse demeurât étale,
comme la mer, au moment où le flot finit et le jusant commence. On ne pouvait donc pas compter sur un abaissement des eaux tant qu'elles couraient vers le nord avec cette torrentueuse rapidité. Tandis que Glenarvan et le major faisaient leurs observations, des coups de feu retentirent dans l'arbre, accompagnés de cris de joie presque aussi bruyants. Le soprano de Robert jetait de fines roulades sur la base de Paganel. C'était à qui serait le plus enfant. La chasse s'annonçait bien, et laissait pressentir des merveilles culinaires. Lorsque le major et Glenarvan furent revenus auprès du brasero, ils eurent d'abord à féliciter Wilson d'une excellente idée. Ce marin, au moyen d'une épingle et d'un bout de ficelle, s'était livré à une pêche miraculeuse. Plusieurs douzaines de petits poissons, délicats comme les éperlans, et nommés moraras, frétillaient dans un pli de son poncho, et promettaient de faire un plat exquis. En ce moment les chasseurs descendirent des cimes de l'Ombu. Paganel portait prudemment des œufs d'hirondelle noire et un chapelet de moineaux, qu'il devait présenter plus tard sous le nom de mauviette. Robert avait adroitement abattu plusieurs paires d'hilgueros, petits oiseaux verts et jaunes, excellents à manger, et fort demandés sur le marché de Montevideo. Paganel, qui connaissait 51 manières de préparer les œufs, dut se borner cette fois à les faire durcir sous les cendres chaudes. Néanmoins le repas fut aussi varié que délicat. La viande sèche, les œufs durs, les moraras grillés, les moineaux et les hilgueros rôtis composèrent un de ces festins dont le souvenir est impérissable. La conversation fut très gaie. On complimenta fort Paganel en sa double qualité de chasseur et de cuisinier. Le savant accepta ces congratulations avec la modestie qui sied au vrai mérite. Puis il se livra à des considérations curieuses sur ce magnifique Ombu qui l'abritait de son feuillage, et dont, selon lui, les profondeurs étaient immenses. Robert et moi, ajouta-t-il plaisamment, nous nous croyions en pleine forêt pendant la chasse. J'ai cru un moment que nous allions nous perdre. Je ne pouvais plus retrouver mon chemin. Le soleil déclinait à l'horizon. Je cherchais en vain la trace de mes pas. La faim se faisait cruellement sentir. Déjà les sombres taillis retentissaient du rugissement des bêtes féroces. C'est-à-dire non, il n'y a pas de bêtes féroces, et je le regrette. Comment? Dit Glenarvan. Vous regrettez les bêtes féroces? Oui, certes. Cependant, quand on a tout à craindre de leur férocité, la férocité n'existe pas, scientifiquement parlant, répondit le savant. Ah, pour le coup, Paganel, dit le major, vous ne me ferez jamais admettre l'utilité des bêtes féroces. À quoi servent-elles? Major, s'écria Paganel, mais elles servent à faire des classifications, des ordres, des familles, des genres, des sous-genres, des espèces. Bel avantage, dit Mac Nabbs. Je m'en passerais bien. Si j'avais été l'un des compagnons de Noé au moment du déluge, j'aurais certainement empêché cet imprudent patriarche de mettre dans l'arche des couples de lions, de tigres, de panthères, d'ours et autres animaux aussi malfaisants qu'inutiles. Vous auriez fait cela? Demanda Paganel. Je l'aurais fait. Eh bien, vous auriez eu tort au point de vue zoologique. Non pas au point de vue humain, répondit le major. C'est révoltant, reprit Paganel, et pour mon compte, au contraire, j'aurais précisément conservé les mégathériums, les ptérodactyles, et tous les êtres antédiluviens dont nous sommes si malheureusement privés. Je vous dis, moi, que Noé a mal agi, repartit le major, et qu'il a mérité jusqu'à la fin des siècles la malédiction des savants. Les auditeurs de Paganel et du major ne pouvaient s'empêcher de rire, en voyant les deux amis se disputer sur le dos du vieux Noé. Le major, contrairement à tous ses principes, lui qui de sa vie n'avait discuté avec personne, était chaque jour aux prises avec Paganel. Il faut croire que le savant l'excitait particulièrement. Glenarvan, suivant son habitude, intervint dans le débat et dit: Qu'il soit regrettable ou non, au point de vue scientifique, comme au point de vue humain, d'être privé d'animaux féroces, il faut nous résigner aujourd'hui à leur absence. Paganel ne pouvait espérer en rencontrer dans cette forêt aérienne. Pourquoi pas?
répondit le savant. Des bêtes fauves sur un arbre, dit Tom Austin. Eh, sans doute, le tigre d'Amérique, le jaguar, lorsqu'il est trop vivement pressé par les chasseurs, se réfugie sur les arbres. Un de ces animaux, surpris par l'inondation, aurait parfaitement pu aller chercher asile entre les branches de l'ombu. Enfin, vous n'en avez pas rencontré, je suppose, dit le major. Non, répondit Paganel, bien que nous ayons battu tout le bois. C'est fâcheux, car c'eût été là une chasse superbe. Un féroce carnassier que ce jaguar. D'un seul coup de patte, il tord le cou à un cheval. Quand il a goûté de la chair humaine, il y revient avec sensualité. Ce qu'il aime le mieux, c'est l'Indien, puis le nègre, puis le mulâtre, puis le blanc. Enchanté de devenir au 4e rang, répondit Mac Nabbs. Bon, cela prouve tout simplement que vous êtes fade, riposta Paganel d'un air de dédain. Enchanté d'être fade, riposta le major. Eh bien, c'est humiliant, répondit l'intraitable Paganel. Le blanc se proclame le premier des hommes. Il paraît que ce n'est pas l'avis de messieurs les jaguars. Quoi qu'il en soit, mon brave Paganel, dit Glenarvan, attendu qu'il n'y a parmi nous ni Indiens, ni nègres, ni mulâtres, je me réjouis de l'absence de vos chers jaguars. Notre situation n'est pas tellement agréable. Comment? Agréable? S'écria Paganel en sautant sur ce mot qui pouvait donner un nouveau cours à la conversation. Vous vous plaignez de notre sort, Glenarvan? Sans doute, répondit Glenarvan. Est-ce que vous êtes à votre aise dans ces branches incommodes et peu capitonnées? Je n'ai jamais été mieux, même dans mon cabinet. Nous menons la vie des oiseaux, nous chantons, nous voltigeons. Je commence à croire que les hommes sont destinés à vivre sur les arbres. Il ne leur manque que des ailes, dit le major. Ils s'en feront quelques jours. En attendant, répondit Glenarvan, permettez-moi, mon cher ami, de préférer à cette demeure aérienne le sable d'un parc, le parquet d'une maison, ou le pont d'un navire. Glenarvan, répondit Paganel, il faut accepter les choses comme elles viennent. Bonnes, tant mieux. Mauvaises, on y prend garde. Je vois que vous regrettez le confortable de Malcolm Castle. Non, mais je suis certain que Robert est parfaitement heureux, se hâta de dire Paganel, pour assurer au moins un partisan à ses théories. Oui, monsieur Paganel, s'écria Robert d'un ton joyeux. C'est de son âge, répondit Glenarvan. Et du mien, riposta le savant. Moins on a d'aise, moins on a de besoins. Moins on a de besoins, plus on est heureux. Allons, dit le major. Voilà Paganel qui va faire une sortie contre les richesses et les lambris dorés. Non, Mac Nabbs, répondit le savant. Mais si vous le voulez bien, je vais vous raconter à ce propos une petite histoire arabe qui me revient à l'esprit. Oui, oui, monsieur Paganel, dit Robert. Et que prouvera votre histoire? Demanda le major. Ce que prouvent toutes les histoires, mon brave compagnon. Pas grand-chose alors, répondit Mac Nabbs. Enfin, allez toujours chez Ehrazad, et racontez-nous un de ces contes que vous racontez si bien. Il y avait une fois, dit Paganel, un fils du grand Haroun al-Rachid, qui n'était pas heureux. Il alla consulter un vieux derviche. Le sage vieillard lui répondit que le bonheur était chose difficile à trouver en ce monde. Cependant, ajouta-t-il, je connais un moyen infaillible de vous procurer le bonheur. Quel est-il? Demanda le jeune prince. C'est, répondit le derviche, de mettre sur vos épaules la chemise d'un homme heureux. Là-dessus le prince embrassa le vieillard et s'en fut à la recherche de son talisman. Le voilà parti. Il visite toutes les capitales de la terre. Il essaye des chemises de roi, des chemises d'empereur, des chemises de prince, des chemises de seigneur. Peine inutile. Il n'en est pas plus heureux. Il endosse alors des chemises d'artiste, des chemises de guerrier, des chemises de marchand. Pas davantage. Il fit ainsi bien du chemin, sans trouver le bonheur. Enfin, désespéré d'avoir essayé tant de chemises, il revenait fort triste un beau matin au palais de son père, quand il avisa dans la campagne un brave laboureur, tout joyeux et tout chantant, qui poussait sa charrue. Voilà pourtant un homme qui possède le bonheur, se dit-il, ou le bonheur n'existe pas sur terre. Il va à lui.
Bonhomme, dit-il, es-tu heureux? Oui, fait l'autre. Tu ne désires rien? Non. Tu ne changeras pas ton sort pour celui d'un roi? Jamais. Eh bien, vends-moi ta chemise. Ma chemise? Je n'en ai point. Jules Verne, Les enfants du capitaine Grant. Première partie, chapitre 25. Entre le feu et l'eau. L'histoire de Jacques Paganel eut un très grand succès. On l'applaudit fort, mais chacun garda son opinion, et le savant obtint ce résultat ordinaire à toute discussion, celui de ne convaincre personne. Cependant on demeura d'accord sur ce point, qu'il faut faire contre fortune bon cœur, et se contenter d'un arbre quand on n'a ni palais ni chaumière. Pendant ces discours et autres, le soir était venu. Un bon sommeil pouvait seul terminer dignement cette émouvante journée. Les hôtes de l'Humbu se sentaient non seulement fatigués des péripéties de l'inondation, mais surtout accablés par la chaleur du jour, qui avait été excessive. Leurs compagnons ailés donnaient déjà l'exemple du repos. Les higueros, ces rossignols de la pampa, cessaient leur mélodieuse roulade, et tous les oiseaux de l'arbre avaient disparu dans l'épaisseur du feuillage assombri. Le mieux était de les imiter. Cependant, avant de se mettre au nid, comme dit Paganel, Glenarvan, Robert et lui grimpèrent à l'observatoire pour examiner une dernière fois la plaine liquide. Il était 9 heures environ. Le soleil venait de se coucher dans les brumes étincelantes de l'horizon occidental. Toute cette moitié de la sphère céleste, jusqu'au zénith, se noyait dans une vapeur chaude. Les constellations si brillantes de l'hémisphère austral semblaient voilées d'une gaze légère, et apparaissaient confusément. Néanmoins on les distinguait assez pour les reconnaître, et Paganel fit observer à son ami Robert, au profit de son ami Glenarvan, cette zone circumpolaire où les étoiles sont splendides. Entre autres, il lui montra la croix du Sud, composée de 4 étoiles de première et de seconde grandeur, disposées en losange, à peu près à la hauteur du pôle. Le Centaure, où brille l'étoile la plus rapprochée de la Terre, à 8000 milliards de lieues seulement, les nuées de Magellan, 2 vastes nébuleuses, dont la plus étendue couvre un espace 200 fois grand comme la surface apparente de la Lune. Puis enfin ce trou noir, où semble manquer absolument la matière stellaire. À son grand regret, Orion, qui se laisse voir des 2 hémisphères, n'apparaissait pas encore. Mais Paganel apprit à ses 2 élèves une particularité curieuse de la cosmographie patagone. Aux yeux de ces poétiques Indiens, Orion représente un immense lazo, et 3 bolas lancés par la main du chasseur, qui parcourent les célestes prairies. Toutes ces constellations reflétées dans le miroir des eaux provoquaient les admirations du regard, en créant autour de lui comme un double ciel. Pendant que le savant Paganel discourait ainsi, tout l'horizon de l'Est prenait un aspect orageux. Une barre épaisse et sombre, nettement tranchée, y montait peu à peu en éteignant les étoiles. Ce nuage d'apparence sinistre envahit bientôt une moitié de la voûte, qu'il semblait combler. Sa force motrice devait résider en lui, car il n'y avait pas un souffle de vent. Les couches atmosphériques conservaient un calme absolu. Pas une feuille ne remuait à l'arbre, pas une ride ne plissait la surface des eaux. L'air même paraissait manquer, comme si une vaste machine pneumatique l'eût raréfié. Une électricité à haute tension saturait l'atmosphère, et tout être vivant la sentait courir le long de ses nerfs. Glenarvan, Paganel et Robert furent sensiblement impressionnés par ces ondes électriques. « Nous allons avoir de l'orage, » dit Paganel. « Tu n'as pas peur du tonnerre ?» demanda Glenarvan au jeune garçon. « Oh, mylord, » répondit Robert. « Eh bien, tant mieux, car l'orage n'est pas loin. »« Et il sera fort, » reprit Paganel, « si j'en juge par l'état du ciel. »« Ce n'est pas l'orage qui m'inquiète, » reprit Glenarvan, « mais bien des torrents de pluie dont il sera accompagné. Nous serons trempés jusqu'à la moelle des os. Quoi que vous disiez, Paganel, un nid ne peut suffire à un homme,
et vous l'apprendrez bientôt à vos dépens. Oh, avec de la philosophie, répondit le savant. La philosophie, ça n'empêche pas d'être mouillé. Non, mais ça réchauffe. Enfin, dit Glenarvan, rejoignons nos amis, et engageons-les à s'envelopper de leur philosophie et de leur poncho le plus étroitement possible, et surtout à faire provision de patience, car nous en aurons besoin. Glenarvan jeta un dernier regard sur le ciel menaçant. La masse des nuages le couvrait alors tout entier. À peine une bande indécise vers le couchant s'éclairait-elle de lueurs crépusculaires. L'eau revêtait une teinte sombre, et ressemblait à un grand nuage inférieur, prêt à se confondre avec les lourdes vapeurs. L'ombre même n'était plus visible. Les sensations de lumière ou de bruit n'arrivaient ni aux yeux ni aux oreilles. Le silence devenait aussi profond que l'obscurité. « Descendons, dit Glenarvan. La foudre ne tardera pas à éclater. » Ses deux amis et lui se laissèrent glisser sur les branches lisses et furent assez surpris de rentrer dans une sorte de demi-clarté très surprenante. Elle était produite par une myriade de points lumineux qui se croisaient en bourdonnant à la surface des eaux. « Des phosphorescences » dit Glenarvan. « Non, dit Paganel, mais des insectes phosphorescents, de véritables lampires, des diamants vivants et pas chers, dont les dames de Buenos Aires se font de magnifiques parures. »« Quoi » s'écria Robert, « ce sont des insectes qui volent ainsi comme des étincelles ?» »« Oui, mon garçon. » Robert s'empara d'un de ces brillants insectes. Paganel ne s'était pas trompé. C'était une sorte de gros bourdon, long d'1 pouce, auquel les Indiens ont donné le nom de tuco-tuco. Ce curieux coléoptère jetait des lueurs par 2 taches situées en avant de son corselet, et sa lumière assez vive eût permis de lire dans l'obscurité. Paganel, approchant l'insecte de sa montre, put voir qu'elle marquait 10 heures du soir. Glenarvan ayant rejoint le major et les 3 marins, leur fit des recommandations pour la nuit. Il fallait s'attendre à un violent orage. Après les premiers roulements du tonnerre, le vent se déchaînerait sans doute, et l'ombu serait fort secoué. Chacun fut donc invité à s'attacher fortement dans le lit de branches qui lui avait été dévolu. Si l'on ne pouvait éviter les eaux du ciel, au moins fallait-il se garer des eaux de la terre, et ne point tomber dans ce rapide courant qui se brisait au pied de l'arbre. On se souhaita une bonne nuit, sans trop l'espérer. Puis, chacun se glissant dans sa couche aérienne, s'enveloppa de son poncho et attendit le sommeil. Mais l'approche des grands phénomènes de la nature jette au cœur de tout être sensible une vague inquiétude, dont les plus forts ne sauraient se défendre. Les hôtes de l'ombu, agités, oppressés, ne purent clore leurs paupières, et le premier coup de tonnerre les trouva tous éveillés. Il se produisit un peu avant 11 heures, sous la forme d'un roulement éloigné. Glenarvan gagna l'extrémité de la branche horizontale et hasarda sa tête hors du feuillage. Le fond noir du soir était déjà scarifié d'incisions vives et brillantes que les eaux du lac réverbéraient avec netteté. La nue se déchirait en maint endroit, mais comme un tissu mou et cotonneux, sans bruit strident. Glenarvan, après avoir observé le zénith et l'horizon qui se confondaient dans une égale obscurité, revint au sommet du tronc. « Qu'en dites-vous, Glenarvan » demanda Paganel. « Je dis que cela commence bien, mes amis, et si cela continue, l'orage sera terrible. »« Tant mieux, » répondit l'enthousiaste Paganel. « J'aime autant un beau spectacle puisque je ne peux le fuir. »« Voilà encore une de vos théories qui va éclater, » dit le major. « Et l'une de mes meilleures, McNabbs. Je suis de l'avis de Glenarvan. L'orage sera superbe. Tout à l'heure, pendant que j'essayais de dormir, plusieurs faits me sont revenus à la mémoire, qui me le font espérer, car nous sommes ici dans la région des grandes tempêtes électriques. J'ai lu quelque part en effet qu'en 1793, précisément dans la province de Buenos Aires, le tonnerre est tombé 37 fois pendant un seul orage. Mon collègue monsieur Martin de Moussy a compté jusqu'à 55 minutes de roulement non interrompu. Montre en main, dit le major. Montre en main. Une seule chose m'inquiéterait, ajouta Paganel, si l'inquiétude servait à éviter le danger, c'est que l'unique point culminant de cette plaine est précisément l'ombu où nous sommes.
Un paratonnerre serait ici fort utile, car précisément cet arbre est, entre tous ceux de la pampa, celui que la foudre affectionne particulièrement. Et puis, vous ne l'ignorez pas, mes amis, les savants recommandent de ne point chercher refuge sous les arbres pendant l'orage. Bon, dit le major, voilà une recommandation qui vient à propos. Il faut avouer, Paganel, répondit Glenarvan, que vous choisissez bien le moment pour nous conter ces choses rassurantes. Bah, répliqua Paganel, tous les moments sont bons pour s'instruire. Ah, cela commence. Des éclats de tonnerre plus violents interrompirent cette inopportune conversation. Leur intensité croissait en gagnant des tons plus élevés. Ils se rapprochaient et passaient du grave au médium, pour emprunter à la musique une très juste comparaison. Bientôt ils devinrent stridents, et firent vibrer avec de rapides oscillations les cordes atmosphériques. L'espace était en feu, et dans cet embrasement on ne pouvait reconnaître à quelle étincelle électrique appartenaient ces roulements indéfiniment prolongés, qui se répercutaient d'écho en écho jusque dans les profondeurs du ciel. Les éclairs incessants affectaient des formes variées. Quelques-uns, lancés perpendiculairement au sol, se répétaient 5 ou 6 fois à la même place. D'autres auraient excité au plus haut point la curiosité d'un savant, car, si Arago, dans ses curieuses statistiques, n'a relevé que 2 exemples d'éclairs fourchus, ils se reproduisaient ici par centaines. Quelques-uns, divisés en 1000 branches diverses, se débitaient sous l'aspect de zigzags coralliformes, et produisaient sur la voûte obscure des jeux étonnants de lumière arborescente. Bientôt tout le ciel, de l'est au nord, fut sous-tendu par une bande phosphorique, d'un éclat immense. Cet incendie gagna peu à peu l'horizon entier, enflammant les nuages comme un amas de matière combustible, et bientôt reflété par les eaux miroitantes, il forma une immense sphère de feu, dont l'ombu occupait le point central. Glenarvan et ses compagnons regardaient silencieusement ce terrifiant spectacle. Ils n'auraient pu se faire entendre. Des nappes de lumière blanche glissaient jusqu'à eux, et, dans ces rapides éclats, apparaissait et disparaissait vivement tantôt la figure calme du major, tantôt la face curieuse de Paganel, ou les traits énergiques de Glenarvan, tantôt la tête effrayée de Robert, ou la physionomie insouciante des matelots, animés subitement d'une vie spectrale. Cependant la pluie ne tombait pas encore, et le vent se taisait toujours. Mais bientôt les cataractes du ciel s'entr'ouvrirent, et des raies verticales s'étendirent comme les fils d'un tisseur sur le fond noir du ciel. Ces larges gouttes d'eau, frappant la surface du lac, rejaillissaient en milliers d'étincelles, illuminées par le feu des éclairs. Cette pluie annonçait-elle la fin de l'orage? Glenarvan et ses compagnons devaient-ils en être quittes pour quelque douche vigoureusement administrée? Non. Au plus fort de cette lutte des feux aériens, à l'extrémité de cette branche mère qui s'étendait horizontalement, apparut subitement un globe enflammé de la grosseur du poing et entouré d'une fumée noire. Cette boule, après avoir tourné sur elle-même pendant quelques secondes, éclata comme une bombe, et avec un bruit tel qu'il fut perceptible au milieu du fracas général. Une vapeur sulfureuse remplit l'atmosphère. Il se fit un instant de silence, et la voix de Tom Austin put être entendue, qui criait « L'arbre est en feu !» Tom Austin ne se trompait pas. En un moment la flamme, comme si elle eût été communiquée à une immense pièce d'artifice, se propagea sur le côté ouest de l'Ombu. Le bois mort, le nid d'herbe desséché, et enfin tout l'aubier, de nature spongieuse, fournirent un aliment favorable à sa dévorante activité. Le vent se levait alors, et souffla sur cet incendie. Il fallait fuir. Glenarvan et les siens se réfugièrent en toute hâte dans la partie orientale de l'Ombu, respecté par la flamme, muets, troublés, effarés, se hissant, se glissant, s'aventurant sur des rameaux qui pliaient sous leur poids. Cependant les branchages grésillaient, craquaient et se tordaient dans le feu comme des serpents brûlés vifs. Leurs débris incandescents tombaient dans les eaux débordées et s'en allaient au courant en jetant des éclats fauves. Les flammes, tantôt s'élevaient à une prodigieuse hauteur et se perdaient dans l'embrasement de l'atmosphère, tantôt,
Rabattues par l'ouragan déchaîné, elles enveloppaient l'Umbu comme une robe de Nessus. Glenarvan, Robert, le major, Paganel, les matelots étaient terrifiés. Une épaisse fumée les suffoquait. Une intolérable ardeur les brûlait. L'incendie gagnait de leur côté la charpente inférieure de l'arbre. Rien ne pouvait l'arrêter ni l'éteindre. Enfin la situation ne fut plus tenable, et de 2 morts, il fallut choisir la moins cruelle. « À l'eau !» cria Glenarvan. Wilson, que les flammes atteignaient, venait déjà de se précipiter dans le lac, quand on l'entendit s'écrier avec l'accent de la plus violente terreur. « À moi! À moi !» Austin se précipita vers lui, et l'aida à regagner le sommet du tronc. « Qu'y a-t-il ? » ?»« Les caïmans, les caïmans !» répondit Wilson. Et le pied de l'arbre apparut entouré des plus redoutables animaux de l'ordre des sauriens. Leurs écailles miroitaient dans les larges plaques de lumière dessinées par l'incendie. Leur queue aplatie dans le sens vertical, leur tête semblable à un fer de lance, les yeux saillants, leurs mâchoires fondues jusqu'en arrière de l'oreille, tous ces signes caractéristiques ne purent tromper Paganel. Il reconnut ces féroces alligators, particuliers à l'Amérique, et nommés caïmans dans les pays espagnols. Ils étaient là une dizaine qui battaient l'eau de leur queue formidable et attaquaient l'Umbu avec les longues dents de leur mâchoire inférieure. À cette vue, les malheureux se sentirent perdus. Une mort épouvantable leur était réservée. Qu'ils dussent périr dévorés par les flammes ou par la dent des caïmans. Et l'on entendit le major lui-même, d'une voix calme, dire « Il se pourrait bien que ce fût la fin de la fin. » L'orage était alors dans sa période décroissante, mais il avait développé dans l'atmosphère une considérable quantité de vapeur, auxquelles les phénomènes électriques allaient communiquer une violence extrême. Dans le sud se formait peu à peu une énorme trombe, un cône de brouillard, la pointe en bas, la base en haut, qui reliait les eaux bouillonnantes aux nuages orageux. Ce météore s'avança bientôt en tournant sur lui-même, avec une rapidité vertigineuse. Il refoulait vers son centre une colonne liquide enlevée au lac, et un appel énergique, produit par son mouvement giratoire, précipitait vers lui tous les courants d'air environnants. En peu de temps, la gigantesque trombe se jeta sur l'Umbu et l'enlaça de ses replis. L'arbre fut secoué jusque dans ses racines. Glenarvan put croire que les caïmans l'attaquaient de leurs puissantes mâchoires et l'arrachaient du sol. Ses compagnons et lui, se tenant les uns les autres, sentirent que le robuste arbre cédait et se culbutait. Ses branches enflammées plongèrent dans les eaux tumultueuses avec un sifflement terrible. Ce fut l'œuvre d'une seconde. La trombe, déjà passée, portait ailleurs sa violence désastreuse, et pompant les eaux du lac, semblait le vider sur son passage. Alors l'Umbu, couché sur les eaux, dériva sous les efforts combinés du vent et du courant. Les caïmans avaient fui, sauf un seul, qui rampait sur les racines retournées et s'avançait les mâchoires ouvertes. Mais Mulrady, saisissant une branche à demi entamée par le feu, en assomma l'animal d'un si rude coup qu'il lui cassa les reins. Le caïman culbuté s'abîma dans les remous du torrent. Glenarvan et ses compagnons, délivrés de ces voraces sauriens, gagnèrent les branches situées au vent de l'incendie, tandis que l'Umbu, dont les flammes, au souffle de l'ouragan, s'arrondissaient en voiles incandescentes, dériva comme un brûlot en feu dans les ombres de la nuit. Jules Verne, Les enfants du capitaine Grant. Première partie, chapitre 26. L'Atlantique. Pendant 2 heures, l'Umbu navigua sur l'immense lac sans atteindre la terre ferme. Les flammes qui le rongeaient s'étaient peu à peu éteintes. Le principal danger de cette épouvantable traversée avait disparu. Le major se borna à dire qu'il n'y aurait pas lieu de s'étonner si l'on se sauvait. Le courant conservait sa direction première, allait toujours du sud-ouest au nord-est. L'obscurité à peine illuminée çà et là de quelques tardifs éclairs était redevenue profonde,
et Paganel cherchait en vain des points de repère à l'horizon. L'orage touchait à sa fin. Les larges gouttes de pluie faisaient place à de légers embruns qui s'éparpillaient au souffle du vent, et les gros nuages dégonflés se coupaient par bandes dans les hauteurs du ciel. La marche de l'homme-bu était rapide sur l'impétueux torrent. Il glissait avec une surprenante vitesse, et comme si quelque puissant engin de locomotion eût été renfermé sous son écorce. Rien ne prouvait qu'il ne dût pas dériver ainsi pendant des jours entiers. Vers 3 heures du matin cependant, le major fit observer que ses racines frôlaient le sol. Tom Austin, au moyen d'une longue branche détachée, sonda avec soin et constata que le terrain allait en pente remontante. En effet, 20 minutes plus tard, un choc eut lieu, et l'homme-bu s'arrêta net. « Terre! Terre! » s'écria Paganel d'une voix retentissante. L'extrémité des branches calcinées avait donné contre une extumescence du sol. Jamais navigateurs ne furent plus satisfaits de toucher. L'écueil ici, c'était le port. Déjà Robert et Wilson, lancés sur un plateau solide, poussaient un hurrah de joie quand un sifflement bien connu se fit entendre. Le galop d'un cheval retentit sur la plaine, et la haute taille de l'Indien se dressa dans l'ombre. « Thalcave !» s'écria Robert. « Thalcave !» répondirent ses compagnons. « Amigos !» dit le Patagon, qui avait attendu les voyageurs là où le courant devait les amener, puisqu'il l'y avait conduit lui-même. En ce moment, il enleva Robert Grant dans ses bras, sans se douter que Paganel pendait après lui, et il le serra sur sa poitrine. Bientôt Glenarvan, le major, et les marins, heureux de revoir leur fidèle guide, lui pressaient les mains avec une vigoureuse cordialité. Puis le Patagon les conduisit dans le hangar d'une estancia abandonnée. Là flambait un bon feu qui les réchauffa. Là rôtissaient de succulentes tranches de venaison, dont ils ne laissèrent pas de miettes. Et quand leur esprit reposé se prit à réfléchir, aucun d'eux ne put croire qu'il eût échappé à cette aventure faite de tant de dangers divers, l'eau, le feu et les redoutables caïmans des rivières argentines. Thalcave, en quelques mots, raconta son histoire à Paganel, et reporta au compte de son intrépide cheval tout l'honneur de l'avoir sauvé. Paganel essaya alors de lui expliquer la nouvelle interprétation du document, et quelles espérances elle permettait de concevoir. L'Indien comprit-il bien les ingénieuses hypothèses du savant? On peut en douter, mais il vit ses amis heureux et confiants, et il ne lui en fallait pas davantage. On croira sans peine que ces intrépides voyageurs, après leur journée de repos passée sur l'homme-bu, ne se firent pas prier pour se remettre en route. À 8 heures du matin, ils étaient prêts à partir. On se trouvait trop au sud des estancias et des saladeros pour se procurer des moyens de transport. Donc, nécessité absolue d'aller à pied. Il ne s'agissait en somme que d'une quarantaine de milles, et Thaouka ne se refuserait pas à porter de temps en temps un piéton fatigué, et même deux, au besoin. En 36 heures, on pouvait atteindre les rivages de l'Atlantique. Le moment venu, le guide et ses compagnons laissèrent derrière eux l'immense bas-fond encore noyé sous les eaux, et se dirigèrent à travers les plaines plus élevées. Le territoire argentin reprenait sa monotone physionomie. Quelques bouquets de bois, plantés par des mains européennes, se hasardaient çà et là, au-dessus des pâturages, aussi rares d'ailleurs qu'aux environs des Sierra Tandil et Tapalquem. Les arbres indigènes ne se permettent de pousser qu'à la lisière de ces longues prairies et aux approches du cap Corrientes. Ainsi se passa cette journée. Le lendemain, 15 milles avant d'être atteint, le voisinage de l'océan se fit sentir. La virazone, un vent singulier qui souffle régulièrement pendant les deuxièmes moitiés du jour et de la nuit, courbait les grandes herbes. Du sol amaigri s'élevaient des bois clairsemés, de petites mimosées arborescentes, des buissons d'acacia et des bouquets de couramabol. Quelques lagunes salines miroitaient comme des morceaux de verre cassé, et rendirent la marche pénible, car il fallut les tourner. On pressait le pas, afin d'arriver le jour même au lac Salado, sur les rivages de l'océan, et pour tout dire, les voyageurs étaient passablement fatigués, quand à 8 heures du soir ils aperçurent les dunes de sable, hautes de 20 toises,
qui en délimite la lisière écumeuse. Bientôt le long murmure de la mer montante frappa leurs oreilles. L'océan, s'écria Paganel. Oui, l'océan, répondit Thalcave. Et ces marcheurs, auxquels la force semblait près de manquer, escaladaient bientôt les dunes avec une remarquable agilité. Mais l'obscurité était grande déjà. Les regards se promenèrent en vain sur l'immensité sombre. Ils cherchaient le Duncan sans l'apercevoir. Il est pourtant là, s'écria Glenarvan. Nous attendons, et courant, bord sur bord. Nous le verrons demain, répondit Mac Nabbs. Tom Austin héla au juger le yacht invisible, mais sans obtenir de réponse. Le vent était d'ailleurs très fort, et la mer assez mauvaise. Les nuages chassaient de l'ouest, et la crête écumante des vagues s'envolait en fine poussière jusqu'au-dessus des dunes. Si donc le Duncan était au rendez-vous assigné, l'homme du bossoir ne pouvait ni être entendu ni entendre. La côte n'offrait aucun abri. Nulle baie, nulle anse, nul port, pas même une crique. Elle se composait de longs bancs de sable qui allaient se perdre en mer, et dont l'approche est plus dangereuse que celle des rochers à fleur d'eau. Les bancs, en effet, irritent la lame. La mer y est particulièrement mauvaise, et les navires sont à coup sûr perdus, qui, par les gros temps, viennent s'échouer sur ces tapis de sable. Il était donc fort naturel que le Duncan, jugeant cette côte détestable et sans port de refuge, se tint éloigné. John Mangles, avec sa prudence habituelle, devait s'en élever le plus possible. Ce fut l'opinion de Tom Austin, et il affirma que le Duncan ne pouvait tenir la mer à moins de 5 bons milles. Le major engagea donc son impatient ami à se résigner. Il n'existait aucun moyen de dissiper ces épaisses ténèbres. À quoi bon, dès lors, fatiguer ses regards à les promener sur le sombre horizon? Ceci dit, il organisa une sorte de campement à l'abri des dunes. Les dernières provisions servirent au dernier repas du voyage. Puis, chacun, suivant l'exemple du major, se creusa un lit improvisé dans un trou assez confortable, et ramenant jusqu'à son menton l'immense couverture de sable, s'endormit d'un lourd sommeil. Seul Glenarvan veilla. Le vent se maintenait en grande brise, et l'océan ressentait encore de l'orage passé. Ces vagues, toujours tumultueuses, se brisaient au pied des bancs avec un bruit de tonnerre. Glenarvan ne pouvait se faire à l'idée de savoir le Duncan si près de lui. Quant à supposer qu'il ne fût pas arrivé au rendez-vous convenu, c'était inadmissible. Glenarvan avait quitté la baie de Talcahuano le 14 octobre, et il arrivait le 12 novembre au rivage de l'Atlantique. Or, pendant cet espace de 30 jours, employés à traverser le Chili, la Cordillère, les Pampas, la plaine argentine, le Duncan avait eu le temps de doubler le Cap Horn et d'arriver à la côte opposée. Pour un tel marcheur, les retards n'existaient pas. La tempête avait été certainement violente, et ses fureurs terribles sur le vaste champ de l'Atlantique, mais le yacht était un bon navire, et son capitaine un bon marin. Donc, puisqu'il devait être là, il y était. Ces réflexions, quoi qu'il en soit, ne parvinrent pas à calmer Glenarvan. Quand le cœur et la raison se débattent, celle-ci n'est pas la plus forte. Le laird de Malcolm Castle sentait dans cette obscurité tout ce qu'il aimait, sa chère Helena, Mary Grant, l'équipage de son Duncan. Il errait sur les rivages déserts que les flots couvraient de leurs paillettes phosphorescentes. Il regardait, il écoutait, il crut même à de certains moments surprendre en mer une lueur indécise. « Je ne me trompe pas, se dit-il, j'ai vu un feu de navire, le feu du Duncan. Ah, pourquoi mes regards ne peuvent-ils percer ces ténèbres ?» Une idée lui vint alors. Paganel se disait Nyctalope. Paganel y voyait la nuit. Il alla réveiller Paganel. Le savant dormait dans son trou du sommeil des taupes quand un bras vigoureux l'arracha de sa couche de sable. « Qui va là » s'écria-t-il. « C'est moi, Paganel. »« Qui, vous ?»« Glenarvan. Venez, j'ai besoin de vos yeux. »« Mes yeux ?» répondit Paganel, qui les frottait vigoureusement. « Oui, vos yeux.
pour distinguer notre Duncan dans cette obscurité. Allons, venez. Au diable la nyctalopie, se dit Paganel, enchanté d'ailleurs d'être utile à Glenarvan. En se relevant, secouant ses membres engourdis, broum-broumant comme les gens qui s'éveillent, il suivit son ami sur le rivage. Glenarvan le pria d'examiner le sombre horizon de la mer. Pendant quelques minutes, Paganel se livra consciencieusement à cette contemplation. « Eh bien, n'apercevez-vous rien ?» demanda Glenarvan. « Rien. Un chat lui-même n'y verrait pas à 2 pas de lui. Cherchez un feu rouge ou un feu vert, c'est-à-dire un feu de bâbord ou de tribord. »« Je ne vois ni feu vert ni feu rouge, tout est noir, » répondit Paganel, dont les yeux se fermaient involontairement. Pendant une demi-heure, il suivit son impatient ami, machinalement, laissant tomber sa tête sur sa poitrine, puis la relevant brusquement. Il ne répondait pas. Il ne parlait plus. Ses pas mal assurés le laissaient rouler comme un homme ivre. Glenarvan regarda Paganel. Paganel dormait en marchant. Glenarvan le prit alors par le bras, et sans le réveiller, le reconduisit à son trou, où il l'enterra confortablement. À l'aube naissante, tout le monde fut mis sur pied à ce cri. « Le Duncan! Le Duncan !»« Hurrah! Hurrah !» répondirent à Glenarvan ses compagnons, se précipitant sur le rivage. En effet, à 5 milles au large, le yacht, ses basses voiles soigneusement serrées, se maintenait sous petite vapeur. Sa fumée se perdait confusément dans les brumes du matin. La mer était forte, et un navire de ce tonnage ne pouvait sans danger approcher le pied des bancs. Glenarvan, armé de la longue-vue de Paganel, observait les allures du Duncan. John Mangles ne devait pas avoir aperçu ses passagers, car il n'évoluait pas, et contournait de courir, bâbord à mur, sous son hommier au barré. Mais en ce moment Thalcave, après avoir fortement bourré sa carabine, la déchargea dans la direction du yacht. On écouta, on regarda surtout. 3 fois la carabine de l'Indien retentit, réveillant les échos des dunes. Enfin une fumée blanche apparut au flanc du yacht. « Ils nous ont vus !» s'écria Glenarvan. « C'est le canon du Duncan. » Et quelques secondes après, une lourde détonation venait mourir à la limite du rivage. Aussitôt le Duncan, changeant son hunier et forçant le feu de ses fourneaux, évolua de manière à ranger de plus près la côte. Bientôt, la lunette aidant, on vit une embarcation se détacher du bord. « Lady Helena ne pourra venir, » dit Tom Austin. « La mer est trop dure. »« John Mangles non plus, » répondit Mac Nabbs. « Il ne peut quitter son navire. »« Ma sœur, disait Robert, tendant ses bras vers le yacht qui roulait violemment. « Ah, qu'il me tarde d'être à bord !» s'écria Glenarvan. « Patience, Edward, vous y serez dans 2 heures, » répondit le major. 2 heures. En effet, l'embarcation armée de 6 avirons ne pouvait en moins de temps accomplir son trajet d'aller et de retour. Alors Glenarvan rejoignit Thalcave, qui, les bras croisés, Thaouka près de lui, regardait tranquillement la mouvante surface des flots. Glenarvan prit sa main et lui montrant le yacht. « Viens, dit-il. L'Indien secoua doucement la tête. « Viens, ami, reprit Glenarvan. « Non, répondit doucement Thalcave. Ici est Thaouka, et là les Pampas, ajouta-t-il en embrassant d'un geste passionné l'immense étendue des plaines. Glenarvan comprit bien que l'Indien ne voudrait jamais abandonner les prairies où blanchissaient les eaux de ses pères. Il connaissait le religieux attachement de ces enfants du désert pour le pays natal. Il serra donc la main de Thalcave et n'insista pas. Il n'insista pas non plus quand l'Indien, souriant à sa manière, refusa le prix de ses services en disant « Par amitié ». Glenarvan ne put lui répondre. Il aurait voulu laisser au moins un souvenir au brave Indien, qui lui rappelât ses amis de l'Europe. Mais que lui restait-il? Ses armes, ses chevaux, il avait tout perdu dans les désastres de l'inondation. Ses amis n'étaient pas plus riches que lui. Il ne savait donc comment reconnaître le désintéressement du brave guide, quand une idée lui vint à l'esprit.
Il tira de son portefeuille un médaillon précieux qui entourait un admirable portrait, un chef-d'œuvre de Lawrence, et il l'offrit à l'Indien. « Ma femme, dit-il. » Thalcave considéra le portrait d'un œil attendri, et prononça ces simples mots. « Bonne et belle. » Puis Robert, Paganel, le major, Tom Austin, les deux matelots, vinrent avec de touchantes paroles faire leurs adieux aux Patagons. Ces braves gens étaient sincèrement émus de quitter cet ami intrépide et dévoué. Thalcave les pressa tous sur sa large poitrine. Paganel lui fit accepter une carte de l'Amérique méridionale et des deux océans, que l'Indien avait souvent regardée avec intérêt. C'était ce que le savant possédait de plus précieux. Quant à Robert, il n'avait que ses caresses à donner. Il les offrit à son sauveur, et Thaouka ne fut pas oublié dans sa distribution. En ce moment, l'embarcation du Duncan approchait. Elle se glissa dans un étroit chenal creusé entre les bancs, et vint bientôt s'échouer au rivage. « Ma femme ?» demanda Glenarvan. « Ma sœur, » s'écria Robert. « Lady Helena et Miss Grant vous attendent à bord, » répondit le patron du canot. « Mais partons, votre honneur, nous n'avons pas une minute à perdre, car le jusant commence à se faire sentir. » Les derniers embrassements furent prodigués à l'Indien. Thalcave accompagna ses amis jusqu'à l'embarcation, qui fut remise à flot. Au moment où Robert montait à bord, l'Indien le prit dans ses bras et le regarda avec tendresse. « Et maintenant, va, dit-il. Tu es un homme. »« Adieu, ami, adieu, dit encore une fois Glenarvan. « Ne nous reverrons-nous jamais ?» s'écria Paganel. « Quien sabe ?» répondit Thalcave, en levant son bras vers le ciel. Ce furent les dernières paroles de l'Indien, qui se perdirent dans le souffle du vent. On poussa au large. Le canot s'éloigna, emporté par la mer descendante. Longtemps la silhouette immobile de Thalcave apparut à travers l'écume des vagues. Puis sa grande taille s'amoindrit, et il disparut aux yeux de ses amis d'un jour. Une heure après, Robert s'élança le premier à bord du Duncan et se jetait au cou de Mary Grant, pendant que l'équipage du yacht remplissait l'air de ses joyeux hurrahs. Ainsi s'était accomplie cette traversée de l'Amérique du Sud, suivant une ligne rigoureusement droite. Ni montagnes, ni fleuves ne firent dévier les voyageurs de leur imperturbable route, et s'ils n'eurent pas à combattre le mauvais vouloir des hommes, les éléments, souvent déchaînés contre eux, soumirent à de rudes épreuves leur généreuse intrépidité.